Disons-nous les choses avec monsieur Omowale Goussou. L'homme fort, on est là depuis un certain moment. Il m'envoie des messages, on s'envoie des messages, on n'a pas réussi à s'attraper. Puis finalement, on s'attrape aujourd'hui. C'est ça. Comment vas-tu, mon ami? Je vais très bien. Ça va, tout va bien? Ça va. Tranquille. Merci. Ça va. Avant d'en arriver au fait, d'en arriver à ton œuvre, j'aimerais bien te découvrir un peu. J'aimerais bien que les gens te découvrent un peu. Moi, je m'appelle Omowale Goussou. Mmh. Je suis de Centrafrique. Je suis originaire de Centrafrique. J'ai 30 ans. Et dans la vie de tous les jours, je travaille comme éducateur spécialisé. Mmh. Et puis, je suis un passionné d'histoire, de lecture, de photos, de cinéma. Quoi d'autre? Je m'intéresse un petit peu à tout. Hein. Je vais dire ça comme ça pour résumer. Et tu viens d'où? De quelle ville? Où as-tu grandi? J'ai grandi à Créteil. Mmh. Et puis, voilà. Et comment? Parce que moi, je te crois souvent dans plein d'ambiances un peu panafricaines et toutes ces choses-là. Et comment t'en es arrivé à ce cheminement-là là? À ce cheminement-là, Mmh. déjà, j'ai passé une partie de mon enfance en Centrafrique. Mmh. Et puis, j'ai envie de dire que les parents m'ont un peu mis le pied à l'étrier. Mmh. Je vais dire ça comme ça. Mmh. Parce que la maman aussi était écrivaine. Le papa était un littéraire. Mmh. Donc à la maison, si j'avais pas lu certains bouquins ou certains textes, j'ai envie de te dire pas de goûter ou tu sors pas. Donc des fois c'était privé de sortie parce que t'as pas lu tel bouquin et qu'il fallait lire un tel. Dans mon enfance, et pour ça je remercierai toujours mes parents pour ça. Ils ont vraiment mis un accent sur la culture. Mmh. Avec mon père, les dimanches, c'était souvent au musée. Il m'emmenait aux expos, ici en France, à Créteil. Hein. Okay. Donc pendant que mes copains pouvaient trouver ça ringard, Mmh. on va dire ça comme ça, moi, avec mon père, je partais au musée. Quand j'étais petit, ça me plaisait pas trop, parce que, entre guillemets, moi aussi, je trouvais ça ringard. Mmh. Mais avec le temps, quand tu grandis, tu as tout simplement envie de dire merci aux parents, en fait. Merci de t'avoir initié à ça, en fait, tout simplement. En plus, c'est ce qui a fait ce que tu es aujourd'hui. Voilà. Si tu es dans cette direction-là, c'est que tu as bénéficié d'une éducation culturelle. Voilà. C'est ça. C'est vrai qu'à l'époque, on préférait aller jouer à la console ou aller jouer au foot dehors. C'est ça. Quand ton parent te disait va lire un livre, tu prenais ça comme une punition. Voilà. Je ne vais pas te mentir, je le prenais comme une punition. Mmh. Je le prenais comme une punition, mais avec le temps, tu te dis, non, en fait, il avait juste raison, c'est tout. Parce que y a des grands hommes qui disaient, je ne sais plus qui est l'auteur de cette citation, mais cette vie, en fait, c'est le savoir. Et comme on dit, le savoir, c'est une arme. Et nous vivons dans un monde où quand tu ne l'as pas, celui qui possède le savoir, il a le dessus sur toi systématiquement. Donc, il faut sans cesse chercher à acquérir du savoir. Quel que soit le domaine, quelle que soit la discipline, il faut sans cesse chercher à acquérir du savoir. Du coup, de cette distraction, de cette punition, tu en as fait une distraction. Voilà. Et du coup, comme je t'ai dit, moi, je te crois souvent dans tous ces milieux un peu panafricanistes. Et comment tu es tombé dedans? Comment est née en toi cette fibre-là? Ma mère, elle était dans le social. Elle était dans le social, comme je t'ai dit, j'ai passé une partie de mon enfance au pays. Mais depuis l'âge adulte, j'ai eu l'habitude de beaucoup voyager. Sur le continent africain, il y a 54 pays. Moi, j'en ai visité, sans prétention, j'en ai visité une quinzaine. Bien. Donc, ici en Europe, j'ai aussi vu autre chose que la France. Donc, les voyages, les rencontres, vraiment, ça ouvre l'esprit. Et puis, le fait d'aller aussi dans les musées, de lire les bouquins, de rencontrer certains auteurs, ça ouvre vraiment l'esprit, quoi. C'est-à-dire on ne voit pas que la France, ou on ne voit pas que l'Europe, ou on ne voit pas que Grigny, ou on ne voit pas que Créteil. Donc voilà, ça ouvre, on voit large, quoi, en fait. On voit le monde, on voit l'univers. On ne se dit pas, non, je suis juste à Grigny, je me contente que de connaître ou de savoir ce qui se passe à Grigny ou ce qui est à Grigny. Non, on voit vraiment le monde. Donc, du coup, la punition t'a élevé. On va dire ça comme ça. Moi, j'estime que je suis encore petit, j'aspire à m'élever, mais je ne me suis pas encore élevé. Oui,
tu t'élèves de manière graduelle, tu vois, graduellement, tu vois, tranquillement. Ouais. Et du coup, venons-en au fait. Tu as écrit un ouvrage par rapport à M. Khalid Abdul Mohamed. Oui. Et Khalid Abdul Mohamed, il faut qu'on rappelle que ce monsieur était le porte-parole de Louis Farrakhan, le capitaine suprême des Fruits of Islam, branche paramilitaire, sécurité de l'organisation Nation of Islam. Et du coup, on sait que voilà, il a eu des prises de position, il a eu pas mal de choses, mais dis-nous pourquoi, à un moment donné, tu as ressenti le besoin d'écrire un ouvrage sur cet homme. Moi, dans un premier temps, ici en France, j'ai commencé à côtoyer les membres de cette organisation, Nation of Islam, parce qu'il y a une section ici en France. Attends, déjà explique-nous qu'est-ce que la Nation of Islam pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une organisation afro-américaine qui milite pour les droits des afro-descendants, donc à savoir les afro-américains en règle générale. Et c'est une organisation religieuse, on va dire, mais on peut aussi dire politique. Ok. Et rappelons que Malcolm X faisait partie de cette organisation. Mohamed Ali également. Mohamed Ali également aussi. Et du coup, comme je te disais, pourquoi avoir écrit un livre sur cet homme? Khalid Abdul Mohamed, je trouve qu'il a beaucoup de similitudes avec Marcus Garvey, avec Malcolm X. J'ai même envie de dire surtout Malcolm X, parce qu'un des surnoms du docteur Khalid Abdul Mohamed, à un moment donné, il a eu plusieurs surnoms. Il a eu plusieurs surnoms. Il y a eu le terroriste de la vérité, le tueur de mensonges, le gangster de la connaissance. Mais moi je trouve c'est plus stylé de le dire en anglais. C'est plus stylé. En anglais, ça donnerait the lie killer, tu vois, the lie killer, le tueur de mensonges. Donc en gros, celui qui déconstruit les mensonges en amenant la vérité. The knowledge gangster, le gangster de la connaissance. On aime bien les mots gangster comme ça. The truth terrorist, truth qui signifie vérité. Donc the truth terrorist, le terroriste de la vérité, en gros sur le terrain de la vérité. Voilà, donc où est-ce que j'en étais? Voilà, donc c'est une organisation religieuse, politique, qui aspire à élever les populations noires aux États-Unis, mais j'ai envie de dire dans le monde en règle générale. Principalement aux États-Unis, puisque c'est une organisation afro-américaine qui agit bien entendu aux États-Unis, mais on peut élargir ça au monde. En fait, tu en étais au moment où je te disais pourquoi avoir écrit un livre sur cet homme. Oui, je disais, il a quelques similitudes avec Malcolm X, et dans la sphère francophone et même dans la sphère anglophone, il est méconnu. Il est méconnu et je trouve qu'il n'était pas assez compris. Qu'il n'était pas assez compris parce que les gens se contentaient de le juger à cause de ses prises de position ou à cause de ses propos. Mais moi, je me dis, même si les propos d'un homme peuvent choquer ou peuvent blesser, ne soyons pas émotionnels. Allons au-delà des mots, allons dans la profondeur de ce que, allons dans la profondeur de ce que veut exprimer cet homme, de ce que, dans le message profond de cet homme. Par exemple, il disait, lui il est mort en 2001, il disait de son temps, there is a time your skin will be your uniform. Donc, ce qui veut dire, il arrivera un temps où ta couleur de peau sera ton uniforme. Cette phrase-là, en fait, Khalid Abdul Mohamed, c'était un docteur en théologie. Donc, il avait quand même une bonne maîtrise de la Bible et celle du Coran. Et pas seulement. En tout cas, c'était un docteur en théologie. Et c'était vraiment un amoureux des mots. Un amoureux des mots. Et il sait que... il aimait beaucoup s'exprimer en parabole. Et par rapport à la phrase que je viens de dire, donc, il y aura un temps où la couleur de ta peau sera un uniforme. Quand il dit ça, il ne faut pas juste prendre ça mot pour mot. Cette citation, cette expression, elle est assez profonde. Aujourd'hui, malheureusement, certains êtres humains
sont tués dans le monde, ici en France même, dans le monde, bah, juste pour la couleur de leur peau. Donc, quand tu dis ça, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est voilà, c'est-à-dire aujourd'hui, bah, certaines populations bah, qu'on appelle noires, bah, juste parce qu'une personne est noire, elle va sortir de chez elle, elle va se retrouver soit au commissariat ou à la morgue. C'est quand même malheureux, alors que en soi, la personne n'a même commis aucun crime, mais juste pour son apparence, sa couleur de peau, elle peut perdre la vie. Avant d'en arriver aux controverses qu'il y a eu par rapport à lui, voilà, tu as écrit un ouvrage par rapport à cet homme. Quel est son message profond? Quel est son message? Voilà. Son message, moi j'ai un proverbe que j'aime bien, c'est mangeons le bon côté d'un fruit pourri. Mangeons le bon côté d'un fruit. Par exemple, tu as une pomme, s'il y a une partie de cette pomme qui est pourrie, coupe la partie qui est encore comestible et consomme cette partie qui est encore comestible. Ça veut dire, quelle que soit la méchanceté d'un homme, d'un être humain, mais essayons de voir ce qu'il y avait de positif en cette personne. Ou essayons de voir ce qu'il y avait de bien ou quelle est la contribution positive que cette personne a apportée à l'humanité ou qu'elle a apportée en règle générale à sa société ou à sa communauté. Donc, je dirais que grâce à... moi, je suis éducateur spécialisé dans la vie de tous les jours. Grâce à un monsieur comme Khalid Abdel Mohamed, tu as un nombre, je ne sais même pas si on peut donner un chiffre exact, mais en tout cas, tu as un nombre de personnes, d'hommes, de femmes, qui sont sortis de la délinquance, qui ont décidé de se prendre en main, qui ont décidé de prendre leur vie en main, de prendre leur destin, de sortir de la délinquance, de sortir de la prostitution, de sortir de l'addiction aux drogues, d'essayer d'arrêter de se sous-estimer, d'arrêter de s'auto-censurer, de s'inférioriser soi-même. J'estime que c'est déjà beaucoup. Quelle a été son influence aux États-Unis? Parce qu'on sait qu'il a été proche des rappeurs, des scientifiques noirs, des historiens et aussi des... On peut rajouter des gangsters aussi. Ouais, des gangsters aussi, ouais. On peut le rajouter. Donc, aussi. Voilà, quelle a été son influence? Son influence, moi je dirais qu'aujourd'hui, par exemple, vous avez des gens comme Ice Cube, vous avez des gens comme Dr. Dre, nous avons Tupac, nous avons P. Diddy. Vous avez un nombre incalculable de gens qui ont fini positivement grâce à l'influence de Khalid Abdel Mohamed. Par exemple, il est l'une des rares personnes à avoir réuni dans une salle des Bloods et des Crips. Faut le faire quand même. Des gens qui veulent s'entretuer, qui se détestent, tu réussis à les mettre dans une même salle et à les remettre sur certains chemins jusqu'au point où même certains décident de dire bon, bah, on arrête ces histoires de gangs et tout ça, on essaye de faire ce qu'il y a de positif, on essaye de faire ce qu'il y a de correct et voilà, et d'être des gens responsables et corrects dans la société. J'ai une question à laquelle je ne sais pas si tu auras la réponse, mais je sais qu'aux États-Unis, à l'époque de cette espèce de, entre guillemets, cette guerre East Coast, West Coast, dans laquelle, le magazine, il me semble que c'est le magazine The Source qui a un peu orchestré tout ça, mais c'était plus Biggie et Tupac. Je sais que la Nation of Islam, notamment Louis Farrakhan, a réuni un peu pas mal de rappeurs. Je ne sais pas si le Dr Khalid, il était là à ce moment-là ou... Si tu me dis l'année, oui. Mais en tout cas, il a énormément contribué à l'apaisement des tensions entre les membres des gangs. Mais, venons-en un peu à toutes ces controverses. Il a eu des prises de position radicales, prétendument antisémites, anti-blancs. Il a eu un passage en prison. Explique-nous un peu tout ça, s'il te plaît. Ça, je peux l'entendre. Quand on se penche sur son parcours, on peut comprendre le pourquoi du comment. Je ne dis pas que j'approuve ou que je cautionne forcément, mais quand on se penche vraiment sur sa vie, on peut comprendre le pourquoi du comment. Le docteur Khalid Abdel Mohamed, il a visité le musée de l'Holocauste à New York, aux États-Unis. Il a visité le musée de l'Holocauste. À plusieurs reprises, il s'est rendu en Israël. À plusieurs reprises, il s'est rendu dans des pays musulmans. Et par exemple, pour le cas de l'Israël, vous avez des populations noires qui sont de confession juive. Et pour s'être
rendu en Israël, Khalid dit, mais je ne comprends pas. Si théoriquement, à partir du moment, par exemple, un blanc qui est juif, un noir qui est juif, tous les deux sont juifs. Théoriquement, il devrait y avoir du respect mutuel et d'égalité entre eux. Pour s'être rendu en Israël, il n'a pas constaté ça. Et là, je donnerais... il y a un livre au sein de la Nation of Islam, il y a un département de recherche. Il y a un département de recherche. Et dans les années 90, ils ont produit un livre qui s'appelle The Secret Relationship Between Blacks and Jews. La relation secrète entre les Noirs et les Juifs. Il y a le volume 1, il y a le volume 2. C'est vrai que ce sont des bouquins qui sont très controversés, très critiqués. Mais le docteur Khalid était quelqu'un qui aimait faire de la recherche. Il s'est rendu plusieurs fois en Israël, comme je l'ai déjà dit, et il a eu à lire certains auteurs. Et même si ce sont des choses qui se discutent, mais dans ses recherches, il a pu trouver qu'à l'époque de l'esclavage, et même encore maintenant, parfois, un noir peut être brillant dans un domaine, on va donner l'exemple de la musique, mais son producteur est juif. Et les royalties reviennent souvent beaucoup plus au producteur, et l'artiste lui-même ne perçoit pratiquement rien. Et par exemple... on peut avoir l'exemple de NWA voilà. à l'époque. Voilà. Et la logique et la philosophie de la Nation of Islam, c'est do for self, c'est-à-dire fais pour toi, sois indépendant, sois autonome. Ne sois pas sans cesse dans la dépendance d'autrui. Donc il y a ça. Et d'après ses recherches, le docteur Khalid Abdul Mohamed a su trouver que, par exemple, pendant l'esclavage, même lorsque les riches commerçants ou hommes d'affaires juifs n'étaient pas directement des esclavagistes, et ben parfois, même souvent, ils étaient actionnaires dans les compagnies maritimes qui pratiquaient l'esclavage. Donc, quelque part, quand on fait ça, même lorsque tu n'as pas commis un crime, mais quand indirectement, tu es celui qui a contribué à acheter l'arme, bah, quelque part, tu es coupable quand même. C'est un point de vue. Donc, si tu n'as pas commis un crime, mais celui qui s'est procuré l'arme, si toi, tu fais partie de celui qui a mis 1 euro dans la caisse pour que cette arme à feu puisse être achetée, sachant que tu étais conscient de ce qui allait se passer, quelque part, indirectement, tu as quand même contribué à... Après, je te dirais qu'on vit en Occident. Bien entendu, bien sûr. C'est-à-dire on vit du côté des personnes ou des populations qui bénéficient de 80% des ressources naturelles, alors qu'on n'est que 20%. Donc, si on va dans certains raisonnements, on pourrait se dire que on consomme ici, et en consommant ici, on contribue à toute une industrie et une économie qui participe aussi à la France-Afrique. Si je vais dans un certain raisonnement. Oui, non, bien sûr. Ça, je l'entends parfaitement. Tu n'as pas tort. Mais comme j'ai précisé mon propos, soyons très clairs, je disais, à l'époque de l'esclavage, tu avais certains hommes d'affaires juifs qui étaient actionnaires dans les compagnies maritimes qui pratiquaient l'esclavage. Mais ces actionnaires-là, ils étaient conscients que la compagnie maritime dans laquelle tu as investi pour être actionnaire, tu es conscient de ces activités, tu es conscient qu'elles transportent des êtres humains et que ces êtres humains-là, elles sont déshumanisés, dénigrés, humiliés. Et... Je vais te faire un autre parallèle, mais sans comparaison. Tu vois. Oui, bien sûr. Là, récemment, on sait que par rapport il y a la célébration du bicentenaire de la mort de Napoléon. Voilà, on sait que le président Macron, il s'est exposé à pas mal de critiques car Napoléon est accusé d'avoir rétabli l'esclavage sur certains territoires, notamment en Martinique, avec sa femme Saint-Domingue, Haïti. Avec sa femme Joséphine, qui à l'époque avait il a réinstauré l'esclavage parce qu'elle avait des plantations et voilà, tout ce qu'on sait. Toi, qu'est-ce que tu en penses de... Là, si on fait un parallèle avec oui, bien sûr. Là-dessus, on dit que
le bourreau des uns est le bourreau des uns est le bourreau le héros de certains est le bourreau de d'autres. Ben, je peux juste pour rebondir par rapport à ton exemple, Hitler était une personne détestable. Hitler était une personne détestable, mais il fait partie de l'histoire de l'Allemagne. Ça, on ne peut le nier. Personne ne peut le nier. L'Allemagne non plus ne le nie pas, même si elle n'aime pas cette partie de son histoire, mais ça fait partie de son histoire. Mais en même temps, eh ben, pour certaines personnes, Hitler était un héros. Hitler était quelqu'un de bien. Hitler a fait des choses encourageantes. Ouais, pour les extrêmes. Malheureusement. Donc, ce sont des réalités. Et Napoléon fait partie de l'histoire de France. Pour certains Français, c'est la grandeur de la France. Mais pour d'autres Français, eh ben, Napoléon n'est pas forcément la grandeur de la France. Pour certains Français, Napoléon, eh ben, c'est celui que, voilà, c'est pas celui qu'on devrait ériger en héros. C'est pas celui, c'est pas celui à qui on devrait rendre des gloires, parce que. Après, généralement, Napoléon, en tout cas dans le récit de Fernand Nathan, voilà, ce récit français de l'histoire de France, c'est un héros. Oui, mais malheureusement, comme l'a dit Rokhaya Diallo dans une interview, il y a une certaine partie de l'histoire de France qui n'est pas assumée. Or que moi, je trouve qu'il serait peut-être mieux d'assumer ce qu'il y a de mauvais et d'assumer ce qui s'est aussi fait de positif. C'est-à-dire, par exemple, tu as des qualités, tu as des défauts. Ben, si dans le passé, tu as commis des erreurs, tu as commis des fautes, tu as fait des choses graves, entre guillemets, même si tu n'es pas fier d'avoir commis ces fautes et ces erreurs, mais au moins tu dis, ouais, j'avoue j'ai merdé, j'avoue j'ai déconné, j'avoue j'ai fait du mal. Mais c'est le passé, je les ai faits, donc le passé, je ne peux rien y changer, mais à la limite, tu peux essayer de façonner le présent, travailler sur le présent pour que le futur soit meilleur. Pour que ce que tu as eu à faire dans le passé ne se reproduise pas dans un futur proche ou même un futur lointain. Ok, tu n'es pas fier de ce que tu as fait dans le passé, mais tu peux au moins rectifier le présent. Comme ça, en rectifiant le présent, ben en fait, tu façonnes le futur. Pour vite faire revenir sur Hitler, on sera tous d'accord que dinguerie totale, ce qu'il a fait. Ah, bah oui, parce que on l'oublie souvent, mais enfin on le cite pas assez, mais dans ces camps de concentration, il y avait des tziganes, il y avait des gitans, il y avait des homosexuels, il y avait des noirs, et d'autres, tu vois. Et j'oublie mon propos, je voulais enchaîner sur un truc, mais j'oublie mon propos. Mais voilà, pour revenir un peu sur Dr Khalid Abdul Mohamed, on sait qu'après il a eu de multiples scandales. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ces scandales qui ont fait en sorte qu'il a été réprimandé par la Nation of Islam et qu'il a quitté le mouvement à un moment donné? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça? Entre guillemets, il lui est arrivé ce qui est arrivé un peu à Malcolm. Il n'a pas quitté le mouvement, il a été suspendu de son poste de porte-parole et de capitaine suprême de l'organisation Nation of Islam. Il a été suspendu de son poste. Et lorsque Farrakhan a pris la décision de le suspendre de son poste, donc désormais, on va dire, il n'était plus habilité sur ce poste d'assistant et de porte-parole, justement, à exercer cette fonction-là. Mais il le disait lui-même clairement, il disait ma vie, moi, Khalid Abdul Mohamed, ma vie, je la dédie et je vais la dévouer à la libération du peuple noir dans sa globalité, quel que soit le prix à payer. Quel que soit le prix à payer, parce qu'il s'est dit, bien entendu, à tout moment je peux me faire tuer, ce sont des choses qui arrivent. Mais de toute manière, nous allons tous mourir d'une manière ou d'une autre. Mais pendant notre passage sur Terre, essayons de faire quelque chose de noble. Essayons de faire quelque chose de louable. Donc ça, c'était sa vision des choses. En 1998, on sait qu'il a organisé une manifestation qui a été nommée Million Youth March à New York. Il y a eu des réticences de la mairie de New York. Et le maire Giuliani.
Voilà, c'est ça. La manifestation a réuni à peu près 6000 manifestants. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de Là-dessus, je sais que pendant cette manifestation, la tension était palpable. Et ce que j'aime bien chez Khalid, certains ne seront peut-être pas d'accord quand les gens verront ça, il disait, moi je ne vous incite pas à être agressif à l'égard des policiers. En aucun cas, je ne peux vous inciter à être violent à l'égard des policiers. Mais par contre, si un policier vous violente, mais je suis désolé, vous n'avez pas à vous laisser violenter par le policier. Bien qu'il soit un représentant des forces de l'ordre, comme on le dit si bien, mais à partir du moment où, sans aucun motif valable, le policier se montre violent à votre égard, mais je suis désolé, tu ne vas pas te laisser... je suis désolé, mais une vie, c'est sacré. Quand on se reçoit des coups de matraque directement sur le crâne, il y a des séquelles, il y a des conséquences sur l'organisme, il y a des conséquences sur la santé. On en perd des neurones, comme à la boxe. Donc, c'est des choses qui sont, qui ne sont pas forcément réparables. Lorsque, juste pour un petit cas d'exemple, lorsque tu fais une chute sur le crâne, que tu aies fait exprès ou que tu n'aies pas fait exprès, les conséquences sur ton crâne, c'est à vie. Que tu aies fait exprès ou que tu n'aies pas fait exprès, les conséquences, c'est à vie. Donc ça veut dire, le moindre coup de matraque que tu reçois sur le crâne, eh ben, ça aura quand même des conséquences sur ton organisme. Tes facultés cognitives, tes facultés cérébrales, elles ne seront plus au maximum ou au top de leur potentiel, en fait. Il disait clairement, je ne vous incite pas à être violent à l'égard des policiers. Respectez la loi. Mais, si, sans motif valable, les policiers se montrent violents avec vous, dans ce cas-là, je suis désolé, vous n'allez pas non plus vous laisser tabasser comme ça gratuitement. En 2001, il meurt brutalement d'un anévrisme intracrânien. C'était en 2001. Pour finir, qu'est-ce qu'a laissé le docteur Khalid Abdul Mohamed? Qu'est-ce qu'il a laissé? Il disait la libération du peuple noir, pas seulement aux États-Unis, mais en règle générale dans le monde, utilisez tous les armes, qui sont à votre disposition. Quand je dis les armes, je ne parle pas forcément de fusils ou d'armes à feu. Les armes, elles sont multiformes, elles sont multiples. Donc ça veut dire quel que soit le secteur d'activité dans lequel vous vous trouvez. Pour donner mon exemple, moi je suis éducateur spécialisé. Lorsque je suis auprès des jeunes, je vais faire de mon mieux afin que le jeune dont j'ai la responsabilité soit dans une perspective positive. Une perspective positive. Par exemple, pour moi, quand je réussis à sortir un jeune de la délinquance, pour moi, c'est déjà une victoire. Même si c'est juste un seul, c'est déjà une victoire. Donc, au lieu de vendre, par exemple, des substances illicites en bas de la cité, pour moi, c'est une compétence. Mais dans ce cas-là, cette compétence, essaie de l'utiliser positivement. Crée ton entreprise en bonne et due forme, et un numéro de SIRET. Et cette compétence que tu as, compétence que tu as de pouvoir vendre un produit, commercialiser un produit et répondre à un besoin, utilise-la positivement. Utilise-la positivement. Tu as le même discours que Mbeko Taboula, avocat. Je l'ai reprise de lui. Je reconnais que j'avais suivi l'interview et c'est de lui que j'ai repris ça. Mais quelque part, il n'a pas tort en fait. C'est des compétences. Donc, si tu es fort dans la vente de substances illicites, si tu le faisais dans un produit légal, là au moins tu pourrais te taper la poitrine et être fier parce que tu dis non, là au moins on va pas venir me reprocher ci ou me reprocher ça, là au moins je vais pas me faire embêter par le système judiciaire. Des PDG qui s'ignorent. Voilà, c'est ça. Donc c'est un peu ce message-là, ce côté-là que moi je garde de lui et que selon moi il a essayé de... Et ton livre, où est-ce qu'on peut le retrouver? Tu as vu, j'ai bien de montrer à la caméra. Merci. Truth Terrorist de Omowale Goussou.
Je vous invite à le lire. Et on peut le retrouver où, ton livre? Dis-moi. Il y a un site internet qui s'appelle www.yankadi.com. Je répète, www.yankadi.com. Et juste pour la petite histoire rapidement, Yankadi, si je ne dis pas de bêtises, dans la langue malinké, ça veut dire venez ici, chez nous, c'est bien. Si je ne me trompe pas. Peut-être que je me trompe, donc que les gens m'excusent d'avance si je me trompe. Mais en tout cas, sur le site internet www.yankadi.com, vous trouverez la version numérique du livre et je suis en cours de réédition pour la version papier. Ok, d'accord. Donc je suis en train de retravailler la version papier, mais sinon il y a une version numérique disponible pour ceux qui aiment bien lire sur écran. Ok, moi la version que je connais en malinké, c'est Nadjan. Au Nadjan, ça veut dire viens ici. Tu vois. Ou en bambara, c'est Naya. Tu vois. En tout cas, mon ami, je te remercie. C'est moi qui te remercie. Voilà, on a lutté. Et finalement, on y est arrivé. Après divers messages qu'on s'est envoyés depuis, ça fait 2-3 ans en vérité. Ouais. Et pour finir vraiment rapidement, quelle est ta perspective voilà, sur quel autre ouvrage tu es ou sur quel autre événement tu seras prochainement? Pour l'instant, je ne prévois pas d'autres ouvrages, à part la réédition de ce livre avec de plus amples informations. Et je travaille sur quelques documentaires parce que ces 3 dernières années, j'ai beaucoup voyagé en Afrique. Comme je t'ai dit, il y a 54 pays en Afrique, j'en ai fait au moins 15. Donc une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest. Donc je n'ai fait que m'enrichir culturellement. Ça m'a permis de connaître et de découvrir tout un tas de choses sur l'Afrique en règle générale. Et j'estime que j'en sais pas assez. Et je suis passionné de photographie. Donc une bonne partie des pays que j'ai visités, j'étais équipé de mon appareil photo. Donc j'aimerais bien pouvoir mettre des expositions en place, des lieux que j'ai eu à visiter en Afrique, et pourquoi pas des documentaires. Voilà. Donc là, ce sont les perspectives et les projets, projets à venir. Magnifique. Il y a plein de plateformes qui sont friands de documentaires et je dirais même que créons nos plateformes. C'est vrai, c'est ça. Voilà. C'est ça. Ça, c'est un autre débat parce que Ouais. ça, c'est fini. Merci à toi, mon ami. Merci, c'est moi qui te remercie.